Bonsoir à mes téléspectateurs. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons encore ce soir pour cette nouvelle édition du Dialogue avec. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent à travers nos différentes plateformes. C'est avec un grand plaisir que l'équipe du Dialogue avec vous reçoit aujourd'hui. Je ne serai pas seul, je serai avec les autres membres de l'équipe. On commence par Patricia Temoni. Patricia a un grand sourire, content de te retrouver comme d'habitude, ça va? Bonsoir Père Jean-Pierre, oui, ça va très bien, merci. Et vous? Ah voilà, ça marche. Et puis, c'est content de te revoir après Merci. un moment de petit break. Et donc, on passera de bons moments ensemble. Alors, de l'autre côté, après l'Angleterre, on passe de l'autre côté de Madrid en Espagne. Yves, bonsoir Yves. Bonsoir Padre, bonsoir Patricia. Bonsoir à Yves. tous les Barcelonais, les autres semaines autres donc c'est bien. Et voilà, il commence toujours par ça, ça c'est Yves. Alors, bienvenue Yves, on se revoit dimanche, tu sais pourquoi. Alors, Patricia, notre invité ce soir, c'est qui? Alors, ce soir, nous recevons un invité spécial au nom de Trésor Kibangula, qui est analyste politique et directeur pilier politique à Ebouteli. Bonsoir, Monsieur Kibangula. Bonsoir Madame Patricia Temoni et bonsoir à tous les spectateurs. Merci d'être là. Voilà, c'est vraiment un grand plaisir aujourd'hui de recevoir sur notre plateau Trésor Kibangula. Je crois que nous allons le découvrir, mais c'est une découverte particulière puisque c'est quand même un homme de médias. Même si quand on cause avec lui, je dis je ne suis plus tellement journaliste, je dis on est journaliste et on le demeure. Donc on va le recevoir aujourd'hui, le temps qu'on découvre un peu plus par lui-même ce qu'il est. Alors qu'est-ce qu'on dit là, Patricia? Alors, comme on fait d'habitude avec tous nos invités, on va demander à notre invité Trésor Kibangula de se présenter et de nous raconter un petit peu son parcours scolaire et académique. Et ensuite, nous irons vers le parcours professionnel. Ah, ok. Parcours scolaire et académique. Par où commencer? Donc, je suis Boyomé. J'ai passé la moitié de ma vie à Kisangani, où je suis né et du coup, j'ai pu faire mes premiers pas à l'école à Kisangani, à l'école Mama Mumbutu pour l'école primaire. Et très rapidement, je suis allé au collège Maélé, un collège catholique Sacré-Cœur, très connu et très réputé à Kisangani. Donc, j'ai eu mon diplôme d'État à Maélé et ensuite, je suis allé à l'université, toujours à Kisangani, à l'université de Kisangani, où j'ai fait du droit, 5 ans de droit. Donc, j'ai un diplôme de licencié en droit public. J'ai travaillé, j'étais passionné du droit constitutionnel. J'ai fait un mémoire sur le scrutin proportionnel, surtout l'effet déformateur du scrutin proportionnel à l'époque. Déjà, c'était les premières sénatoriales en 2007. Comment est-ce que ce scrutin proportionnel appliqué à un corps électoral très réduit avait un effet déformateur, parce qu'on a vu à l'époque déjà des candidats de députés qui n'avaient pas pu se faire élire aux législatives aller arracher des sièges au Sénat. Donc, après ça, j'ai été plutôt destiné à devenir avocat. J'ai été admis pour le concours des barreaux à Kisangani, mais au même moment, j'ai eu une bourse pour aller faire des études en France, parce que j'étais aussi, et je suis toujours passionné par l'art de raconter des histoires. C'est pourquoi je suis devenu d'ailleurs journaliste. Je suis allé faire un master de journalisme à l'École supérieure de journalisme de Lille pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai quitté Lille pour Paris, d'abord des stages, et ensuite j'ai été retenu à France 24, là où j'ai passé mon dernier stage de fin d'études. Donc, j'ai été plus un profil des journalistes sportifs de la rédaction web, où j'ai couvert notamment les Jeux Olympiques de Londres.
Et ensuite, après les JO et Tour de France, je crois, j'ai été ramené à la rédaction web où j'ai traité beaucoup plus de l'actualité internationale, pas forcément africaine. Je me rappelle encore à l'époque, j'étais vraiment généraliste. Je pouvais écrire des papiers sur le Venezuela, sur Guinée équatoriale, et avant de me recentrer sur l'Afrique et la région des Grands Lacs. Voilà un peu le parcours académique de Kisangani à Lille, en France. Merci, merci beaucoup. Mais je pense que vous êtes allé assez rapidement. Hein. Je ne sais pas si, je sais pas si peut-être Yves ou le père Jean-Pierre pourraient avoir une petite question pour vous ramener un petit peu en arrière au niveau, on va dire, entre académique et le parcours professionnel. Moi seulement, comme il a insisté beaucoup sur Kisangani, c'est bon, avec un peu d'émotion, hein, voilà, la terre natale de nous autres. Et je vais lui parler un peu des mollets. Ici, on ne connaît pas les mollets. Ici, on ne connaît pas les mollets. Alors, il faut un peu expliquer ça à Patricia et Yves, qu'est-ce que signifie les mollets? Les mollets, c'était vraiment les repas de la récréation à Kisangani, à l'école primaire, à l'école secondaire. Le manioc frites. Je ne sais même pas comment on cuisine ça, parce que je ne vois même pas ça ici à Kinshasa. Une sorte spéciale de cuire le manioc. Après, vous le coupez en dés comme ça, vous mettez les pili-pili, les lobessa à l'intérieur et franchement, ça te cale toute la journée. D'accord. Donc, c'était vraiment quelque chose de très, très prisé de notre enfance à Kisangani, de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. C'est vraiment un souvenir indélébile. Le lobessa, c'est quoi? Les lobessa, c'est lorsque la sauce du piment, c'est pas un piment sauvage, donc le piment qui est, les pili-pili qui est cuisiné avec un peu d'oignon, un peu des tomates, et vous les mettez par-dessus les maniocs, les mollets, et c'est très, très, très bon. Je recommande en tout cas. Peut-être en Swahili, le lobessa, c'est un peu une façon de mouiller, alors le manioc frité, c'est comme ça, on appelle ça lobessa, je crois. D'accord. Voilà. C'est pour ça que cette partie de l'émission est très importante parce qu'on aime bien écouter les anecdotes des invités. C'est toujours différent parce qu'on a des invités qui viennent un peu partout d'Afrique et d'ailleurs. Et c'est important de partager ce genre. Merci. Alors, je vais donner la parole au père Jean-Pierre. Je pense qu'il peut avoir une... Non, attendez, moi, je n'ai pas fini. Bon, vas-y. Oui, Trésor. Carnivore ou bien poissonvore? Moi, je suis un enfant de Kisangani, donc j'adore les poissons. Je suis un enfant du fleuve, Namwanamai. Donc, j'adore du poisson et je ne sais pas où ailleurs on mange mieux que Kisangani. Donc, quand je rentre à Kisangani, c'est l'endroit où on mange mieux. Et on a plusieurs façons de cuisiner. Donc, on fait les poissons sauce tomate, les poissons grillés, les poissons liboqués. Liboqué mbik, hein, c'est pas les liboqués comme à Maluku ici ou à Kinsuka, à Kinshasa, lorsqu'on va, oui, liboqué, mais c'est sauce pimentée, machin. Mais à Kisangani, on te fait les liboqués mélangés à mbika avec du poisson frais, du fleuve. Je suis plus poisson-vore. Quand vous dites à Kisangani, on fait la meilleure cuisine, les ch'tis ne vont pas être contents. C'est pas discutable. Ça, c'est connu. C'est connu. La République qui a eu des études qui attestent que Kisangani, c'est le meilleur endroit de la République pour bien manger. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit, Patricia? Oui, c'est à vous. Je pense que... est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de revenir brièvement sur votre parcours professionnel, en tout cas la transition entre la France et l'Afrique? La transition entre la France et l'Afrique. Alors, j'ai terminé mes études en France, donc à Lille, mon master en journalisme. Je suis allé travailler à Paris. Quelques mois seulement, je n'ai pas fait un an à France 24 avant d'être rappelé. En tout cas, Jeune Afrique m'a proposé un contrat
Donc, je suis allé travailler à Jeune Afrique et je suis resté à Jeune Afrique de 2012 à 2019. J'ai couvert pour Jeune Afrique l'élection présidentielle de 2018 qui a vu l'arrivée au pouvoir du président actuel, Félix Tshisekedi. Après cette élection de 2018, donc début 2019, j'ai fait mes derniers papiers, en tout cas de l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir. Et ensuite, j'ai estimé que je devais me reposer un peu. J'ai pris un an de congé sabbatique. Et cela a permis aussi à madame, qui est à mon épouse, donc, qui est aussi journaliste, de venir, de me faire revenir sur le continent. Donc, elle m'a ramené au Tchad, où elle était correspondante pour TV5 et RFI. On a passé près de 4 ans au Tchad. Et c'est d'ailleurs depuis le Tchad que le groupe d'études sur le Congo de l'Université de New York m'a contacté pour me proposer de collaborer avec eux. Comme j'étais plus actif dans les médias, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu es devenu ?» J'ai dit « Je suis en congé sabbatique. » Donc, j'ai rejoint pendant mon congé sabbatique les groupes d'études sur le Congo. Je commençais à collaborer. Et puis, en plus, je me suis dit que peut-être c'était les bons moments pour pour changer un peu de casquette, pour essayer de prendre suffisamment de temps d'analyse. Donc, j'ai changé de casquette pour devenir analyste politique, d'abord pour le groupe d'études sur le Congo, le GIEC, de l'Université de New York. Et ensemble avec les amis du GIEC, on a estimé qu'il était important de revenir au pays et de créer un centre de recherche dans les standards, même standards que les centres de recherche internationaux à Kinshasa. Et c'est comme ça que l'idée de créer Ebouteli est née avec d'autres amis. Donc, je suis cofondateur de ce think tank qui est installé à Kinshasa depuis bientôt, on est né 4 ans, il y a 5, voilà, bientôt 5 ans. Voilà, donc j'ai quitté Paris pour venir d'abord au Tchad, congé sabbatique. Ensuite, j'ai rejoint le GIEC. Et du GIEC, on a créé Ebouteli, ce qui m'a permis de revenir vraiment m'installer. C'est pour la première fois que je vis à Kinshasa. Je suis revenu plusieurs fois à Kinshasa pour des missions, des reportages, rencontrer les acteurs, parce que ça fait des années, une dizaine d'années que je suis l'actualité politique congolaise. Je suis un passionné de la politique. J'ai rencontré beaucoup d'acteurs, mais c'est la première fois que je vis à Kinshasa. Je découvre autrement cette ville. Ça fait 3 ans que je suis là. Je suis revenu avec femme et ma petite fille qui avait 2 ans à l'époque, qui a aujourd'hui 5 ans. Magnifique, merci. On reviendra un petit peu plus tard vers peut-être pour parler de Ebouteli et en tout cas du groupe d'études sur le Congo, et puis de Ebouteli, on reviendra un petit peu plus tard dessus. Je vais donner la parole au Père Jean-Pierre s'il a une question. Voilà. Avant que je ne pose ma question, il y a une petite curiosité. Quand j'ai vu le t-shirt des trésors, si il peut juste un peu se mettre debout comme ça, Yves. Moi, j'ai vu déjà. Voilà. Yves, tu arrives à voir? Oui, Botama Congolais au Kelengi. Voilà, vraiment c'est fantastique ce t-shirt-là. Je voulais quand même qu'on voit ça avant que je ne pose ma première question. Alors, Trésor, vous avez, dans votre parcours académique, après avoir fait le droit à l'université de Kisangani, c'est quand même curieux, hein, vous abandonnez le droit et pour vous lancer dans le journalisme. J'aurais peut-être compris que vous puissiez être journaliste, chargé un peu de questions juridiques, mais vous avez choisi autrement. Bon, c'est un choix de la vie. Et alors, vous quittez l'île, vous quittez aussi France 24 et Jeune Afrique. Vous êtes maintenant à Kinshasa après la transition du Tchad. Alors, qu'est-ce que cette expérience que vous avez faite d'abord à l'Université de Lille, France 24, Jeune Afrique, vous a apporté en particulier en venant maintenant dans un autre contexte journalistique ou bien médiatique? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur ces parcours, le fait que j'ai quitté les droits pour aller au journalisme, même
mes collègues d'université à l'époque, quand j'ai décidé de quitter Kisangani pour la France, aller faire un master en journalisme. Beaucoup de mes collègues ne comprenaient pas, mais comment est-ce que tu viens de finir en droit, tu vas faire encore un master en journalisme? C'était déroutant pour beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Mais quand je suis arrivé à Lille, la plupart de mes condisciples, des étudiants de l'université, de l'école supérieure de Lille, beaucoup venaient de Sciences Po. Pour être journaliste, il faut avoir un background. Il y a des journalistes qui viennent, en tout cas des journalistes des étudiants qui venaient de Sciences Po, d'autres ont fait l'histoire, d'autres ont fait des droits comme moi. Je pense notamment à un ami qui s'appelle algérien à l'époque qui s'appelle Sami, qui est aujourd'hui correspondant des RFI à Jérusalem. Donc on était vraiment une bande de personnes au profil très très varié. Et moi j'ai quitté les droits pour aller faire le journalisme. C'était pas vraiment un hasard. C'est quelque chose qui m'est passionné depuis longtemps. Même étudiant, j'ai commencé déjà par tenir un blog. Je fais partie de, je pense, la deuxième génération des blogueurs congolais. J'avais un blog à Kisangani. J'allais dans des cybercafés. J'ai créé un blog qui s'appelait Kisangani en ligne où j'ai raconté un peu ce qui s'est passé dans ma ville. Et ensuite, grâce notamment à Cédric Kalonji, que je considère comme un mentor, parce que c'est le premier blogueur congolais qui m'a pris sous ses ailes, qui a fait l'école de journalisme de Lille avant moi, qui m'a détecté, on va dire, et puis j'ai passé un concours. J'ai participé à une grande plateforme qu'on appelait à l'époque Congo Blog, Baleki. Donc, c'était un regroupement de blogueurs, 8 blogueurs à travers les pays, à Goma, à Kinshasa, à Lubumbashi et ailleurs, à Bukavu, et où on racontait les Congos, les vécus des Congolais. Il n'y avait rien de politique. On racontait vraiment la vie des gens dans ces blogs-là. Et c'est d'ailleurs grâce à ces bloggings. Et là, j'étais encore étudiant. J'étais encore étudiant en droit et j'étais en train de bloguer. J'étais en train de raconter des histoires. Donc, j'ai toujours été passionné. Kisangani a connu des moments troubles, notamment la guerre des 6 jours. Et jusqu'aujourd'hui, à l'époque, je n'étais pas journaliste, j'étais encore à l'école secondaire. J'ai gardé des carnets, je n'avais pas d'ordinateur à la maison, donc j'ai pris un carnet et j'écrivais ce qui s'est passé. J'ai un carnet qui raconte comment est-ce que j'ai survécu à la guerre des 6 jours, au stylo. J'ai encore ça jusqu'à aujourd'hui et peut-être un jour, je suis un peu paresseux, mais un jour peut-être j'en ferai autre chose de public pour les gens. Donc, c'est ça un peu qui explique ces passages du droit au journalisme. Et je pense que ce que j'ai appris à l'université de Kisangani en droit m'a beaucoup servi et me sert encore jusqu'aujourd'hui pour comprendre aussi les dynamiques politiques dans mon travail de journaliste avant et aujourd'hui d'analyste politique. Et de toutes ces écoles, je considère comme les écoles de la vie, hein, mon passage à l'université, à Lille, à l'école supérieure de journalisme, à France 24, où j'ai appris vraiment la manière de travailler, comment est-ce qu'on documente, comment est-ce qu'on protège les sources. Et à Jeune Afrique, c'est vraiment une école, j'ai rencontré des très, très grands journalistes là-bas. Je me suis vraiment, comme mes capacités ont été suffisamment renforcées là-bas, la manière de travailler, la manière d'écrire, parce que pour savoir écrire, il faut lire beaucoup, lire les autres aussi. Et je pense que c'était une très bonne école qui a peaufiné à la fois mon écriture et affiné aussi mon analyse de la question politique. Donc, je considère toutes ces étapes comme des écoles d'apprentissage et même au GEC, quand j'ai rejoint le GEC, travailler avec Jason Stern, c'est quelque chose. Donc, et moi, j'arrivais d'une autre école de journalistes, une façon de raconter l'actualité politique, mais il fallait maintenant faire des rapports. Et c'était différent. Donc, avoir des coachs comme ça, des gens qui t'apprennent les métiers, c'est très important. Donc, j'ai beaucoup appris à chaque étape de ma vie, je pense, j'ai rencontré des personnes super intéressantes, super ouvertes, qui m'ont donné ce qu'ils connaissaient et qui a participé pierre après pierre à la construction de la personne et du chercheur que je suis aujourd'hui.
Oui. Vous avez mentionné quelque chose d'intéressant, peut-être qu'on pourra en parler, hein, des notes que vous avez prises pendant la guerre des 6 jours à Kisangani. C'est quand même quelque chose d'intéressant. J'aurais voulu poser des questions, mais comme je dois laisser la parole aussi aux autres. Oui, je donne d'abord la parole à Patricia, puisqu'à cette étape, c'est elle qui dirige. Hein. Non, ça y est. Bon, je vais poser ma question et puis après, Yves prendra la prochaine question. Alors, Trésor, lorsqu'on lit votre parcours, on perçoit une trajectoire à la fois journalistique et analytique. Et tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes passionné par l'art de raconter des histoires. Moi, ce qui m'intrigue un peu et ce que j'aimerais que vous racontiez aux gens qui nous regardent, mais aussi aux jeunes aussi qui nous regardent pour les inspirer un petit peu. J'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui vous a orienté vers le journalisme politique. Est-ce que ce n'est pas la politique telle qu'on la vit au Congo qui vous aurait peut-être passionné vers la politique ou ça vient de tout à fait autre chose? Je suis issu d'une famille. J'ai pas de politiciens dans ma famille. C'est étrange. Je pense que ce qui m'a poussé au journalisme, c'est à la fois l'actualité politique. Dans les débuts des années 2000, lorsque les pays est divisé 98, 98, comme on dit ici, la guerre du RCD, RCD qui prend le contrôle des Goma, des Bukavu, RCD qui arrive à Kisangani, qui se disloque à Kisangani, où on voit les RCD KML avec Moussa Nyamwisi, les dialogues intercongolais de l'autre côté, où on sent des débats à l'époque, où on écoute Olivier Kamikatou, Vital Kamere, Moïse Nyangabou, des grands noms de l'époque. On est jeunes, écoliers, étudiants, on suit ça parce que c'est une situation qui nous concerne et je pense que ça te pousse à comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas c'est qui ces gens qui se disputent les contrôles, qui gèrent les administrations et après tu écoutes des gens qui essaient de pousser ces acteurs politiques à dire des choses ou à se positionner par rapport aux enjeux. Je pense notamment à un journaliste qui m'a beaucoup inspiré à l'époque, Jérôme Gongo, qui animait, paix à son âme parce qu'il est décédé, qui animait Dialogue intercongolais à l'époque. Ce sont des gens, quand on les écoutait, on se disait « Waouh, j'aimerais bien être là, à sa place ». Avoir sur ma table ces personnalités politiques pour aussi poser des questions. Parce que moi, en tant que jeune à l'époque, j'avais plein de questions à poser à ces acteurs politiques de 98. C'est à l'époque de la rébellion du RCD qui à cette époque, où la ville de Kisangani était vraiment concernée par ces mouvements rebelles, parce qu'on sait ce qui s'est passé, on a vu les MLC, on a vu la guerre des 6 jours et les restes, les Ougandais, 2 armées étrangères se sont battues dans ma ville pendant 6 jours. C'est quelque chose qui marque et qui te pousse peut-être, ou sans le savoir, dans les subconscients, ça te pousse à dire, OK, comment est-ce que tu peux contribuer à ta manière pour que les gens, le monde sache ce qui se passe et aussi comment est-ce que tu peux participer à ce qui se passe en racontant les histoires. Voilà, donc je pense que tout ça, ça m'a poussé à écrire. Je me rappelle, on avait des radios, des jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas, mais les radios cassettes qui avaient des boutons REC comme ça, où chaque fois qu'il y avait des émissions, moi je garde encore des cassettes où je mettais play et REC, et play et un bouton REC au même moment comme ça pour enregistrer ces sons. J'ai des sons, peut-être un jour on en fera autre chose, mais j'ai par exemple pu enregistrer le moment où la veille du 14 mai 2002, si je ne m'abuse, lorsque les jeunes de Kisangani avaient attaqué la station de la radio, l'antenne locale de la radio-télévision nationale congolaise pour faire passer un message, pour dire, OK, aujourd'hui, on en a marre du RCD, on en a marre de l'occupation rwandaise déjà à l'époque et qu'il fallait sortir. Et ces messages-là, moi, j'ai pu enregistrer parce que j'ai écouté la radio. J'ai dit, ça, c'est un moment historique, j'ai enregistré.
Et après, ensuite, on a vu la représaille qui a eu lieu lorsque les troupes du RCD sont venues rendre des comptes aux jeunes de la commune de Mangobo à l'époque. Donc, il y a des moments d'histoire comme ça où tu étais là, tu as vécu et qui te conditionnent peut-être dans les subconscients pour dire, OK, il faut raconter cette histoire. Et c'est pourquoi j'ai commencé à écrire d'abord dans mes carnets. J'ai découvert le blogging, j'ai commencé à raconter les histoires de gens sur Internet et ensuite, grâce notamment à Cédric Kalonji qui m'a dit non, il faut passer un concours pour aller faire un master en France. J'ai passé ces concours et Dieu merci, je l'ai eu. J'étais admis à l'École supérieure de journalisme de Lille. J'ai pu arracher une bourse du gouvernement français qui m'a permis d'aller faire 2 ans d'études à Lille. Magnifique, merci beaucoup. C'est très inspirant. Yves, c'est à toi, tu peux poser ta question si tu en as une. Moi, j'ai 2 questions. Trésor, la première question. Vous avez dit que vous travaillez avec Jason Stern. Bon, Jason, c'est un grand frère. Mais je voulais te poser la première question sur lui. Quand on travaille avec Jason Stern, on travaille en français, en anglais ou en swahili? Surtout que vous êtes de... Alors, Jason ne parle très bien anglais, donc c'est un Américain, il parle très bien anglais. Mon anglais, il est vraiment embryonnaire, donc je préfère parler avec lui en swahili ou en français plutôt qu'en anglais. Donc, moi, principalement, je travaille avec lui en français plutôt. Mais quand on est dehors, voilà, on parle swahili, voilà. Mais pour le boulot, on travaille en français. D'accord. Non, il veut dire ça puisque nous l'avons reçu ici. Il a commencé à parler même quelques mots en mâche, non, je crois. Oui. Non, c'est un passionné du Congo. C'est un garçon bec. C'est un garçon bec. Il n'a de mots que ça. Moi, je parle un swahili de Kisangani. Lui parle un swahili de Goma, Bukavu. Donc, son swahili est meilleur que les swahili de Kisangani. Donc, plus on s'éloigne de l'Est, le swahili aussi s'abîme un peu. Et voilà. Mon swahili de Kisangani n'est pas meilleur que son swahili. Il faut dire ça au padre. Ma deuxième question. Oui, Trésor. Vous êtes un analyste politique. Vous avez un background de juriste. Vous avez été acteur présentiel de ce qui s'est passé dans Kisangani. Cela n'affecte pas vos actes? Ouais, c'est une très bonne question. C'est la fameuse, comment dire, la question les débats autour de l'objectivité et subjectivité. Je pense que moi, j'ai fait un effort. J'ai un point de vue, j'ai un point de vue sur tout ce qui se passe, sur tout ce que j'écris. J'ai un point de vue personnel, mais c'est pourquoi c'est important de ne pas s'improviser journaliste. C'est pourquoi c'est important d'aller à l'école, apprendre les règles du métier, apprendre les contradictoires, apprendre la triangulation des données, des sources. Donc, ça te protège après parce que même si tu as ton point de vue, ton regard, je pense aussi ces regards personnels, ces points de vue personnels transparaissent dans ce qu'on écrit, mais on fait un effort de laisser aussi dans ton écrit, dans ton papier, l'espace pour les voix discordantes, les protagonistes. Donc, il faut que la position des parties prenantes soit aussi visible dans ton papier et que les gens puissent comprendre. Lorsqu'on lisait les papiers des Trésors à l'époque, on pouvait voir ce que je pense, mais on pouvait aussi voir les opinions des acteurs. Donc, je ne pouvais pas faire un papier sur Kabila à l'époque, parce que moi, j'ai beaucoup écrit sur Kabila, sans que la position de la famille politique de Kabila, par rapport à ce que j'ai écrit, par rapport à ce que l'opposition dit ou la société civile dit, sans que la ligne de défense ou l'argumentaire de la majorité présidentielle à l'époque soit aussi mise en valeur. Donc, je faisais cet effort-là toujours de rester équilibré parce que je me considère, en tant que journaliste, je me considérais comme un pont. Je suis un média, je suis plus un pont entre les parties prenantes, mais un pont qui pousse à ce que la vérité ou ma vérité ou une partie de la vérité soit dite pour que les gens comprennent les enjeux, comprennent ce qui se passe.
Merci beaucoup. Père Jean-Pierre? Voilà. Trésor, vous avez dit qu'en 2019, vous étiez presque en année sabbatique, vous vous retrouviez, je crois, au Tchad, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit. Et alors, vous décidez, donc, ou bien décidez sur suggestion, vous passez maintenant des journalismes actifs à la recherche en rejoignant alors le groupe d'études sur le Congo, groupe né New York. On avait reçu ici M. Jason qui nous a parlé aussi de ça. Ça, c'était pour dire, voilà, j'ai clos voilà, l'expérience du journalisme ou bien c'était un camp que vous avez franchi? C'est une question difficile. Je pense que lorsque je prends les congés sabbatiques, je suis un peu traumatisé par les élections, je vais dire. Je suis traumatisé par les élections. J'ai couvert les élections de 2018. On a vu ce qui s'est passé. Moi j'ai eu la chance d'être dans les petits bureaux où Félix Tshisekedi, candidat, a suivi la proclamation des résultats. Donc, dans la journée, certaines de mes sources à l'époque m'ont soufflé que ce sera lui qui allait être proclamé président. Donc, je me suis arrangé avec son entourage pour aller suivre la proclamation de résultats avec lui, pour raconter comment est-ce que lui, il a vécu ces moments. Je pense que j'ai écrit même un de mes derniers papiers, la nuit où tout a basculé pour Félix Tshisekedi, qui raconte comment est-ce que il suivait ces moments, avec qui il était, comment est-ce que Vital Kamerhe, un chef d'orchestre, la photo qui avait beaucoup circulé, où Vital Kamerhe et sa femme sont derrière, Félix Tshisekedi et sa femme assis. Donc, j'ai raconté ces moments. Et donc, après cette élection de 2018, avec les résultats sortis début 2019, j'ai estimé que c'était quand même très dur de poursuivre comme si de rien n'était. Je me suis posé beaucoup de questions sur, sur l'impact de mes écrits sur la vie de la nation. Je ne dis pas que les journalistes n'impactent pas. Je pense que les journalistes font sa part de boulot. Il y a d'autres acteurs qui doivent reprendre ce que les journalistes révèlent pour demander des comptes aux acteurs. Et moi, j'étais juste arrivé à un stade où je me disais, est-ce que ça suffisait d'écrire comme ça? Est-ce que ça suffisait de raconter les choses? Ça fait le buzz un jour, 2 jours sur les réseaux. Un sujet vient chasser un autre et puis on passe très vite à autre chose. Est-ce que je continue dans cette routine ou je me pose des questions un peu? Donc moi, je m'étais dit juste, OK, stop. Il y a un nouveau pouvoir qui arrive. J'ai suivi longtemps Joseph Kabila parce que ça m'est passionné. Et lorsque Joseph Kabila arrive au pouvoir, il a 29 ans. Moi, je suis encore à Kisangani. Je crois, le pays est divisé. Sa première prise de parole, sa première adresse à la nation, on n'a pas l'électricité à Kisangani. Je vais chez les prêtres. J'étais jeune à l'époque, mais je pense que j'ai toujours été attiré par la question politique. Je suis allé vraiment chez les prêtres pour écouter ce nouveau président qui est arrivé lorsque son père est décédé, avec son français qui balbutie un peu, et des personnages, comment il a évolué, comment il a pris cette stature qu'on connaît aujourd'hui, qui maîtrise, qui intrigue et tout ça. J'ai toujours été passionné par ces personnages. Et là, il venait de partir, il y avait un nouveau régime qui arrivait. Je me suis juste dit, OK, pose-toi un peu, regarde, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce que il faut continuer à raconter la politique comme journaliste ou faire les choses autrement? Donc, je me suis dit, je vais répondre ma façon d'agir. Pendant ces congés sabbatiques, c'était aussi un moment d'introspection aussi pour voir dans quelle mesure j'allais rebondir. Et je commençais petit à petit à réfléchir sur un baromètre citoyen
j'appelais ça un observatoire citoyen pour essayer de proposer aux Congolais un outil qui va documenter les travaux parlementaires. Donc, en tant que citoyen, je me disais, il faut peut-être, les gens ne savent pas ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Ils sont 500, on ne sait jamais qui ils sont, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils font, alors qu'ils sont très bien payés. Je commençais à réfléchir sur ces idées-là et quand j'ai rejoint le GIEC, quand le GIEC m'a parlé de la possibilité de faire financer ces projets, j'ai dit, OK, ben, les gars, il faut qu'on travaille là-dessus. On a travaillé, on a ajouté des intelligences. Et Talatala est né comme ça, qui est aujourd'hui devenu, on a lancé en 2021, une des références du travail parlementaire. Aujourd'hui, si on veut savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale, on va sur Talatala, on voit, chaque Donc, député… Talatala, c'est un peu en lingala qui veut dire le miroir, alors. Oui, ça veut dire le miroir, parce que le miroir ne trompe pas. Si tu es face au miroir, on te voit comme tu es. Donc, si tu viens sur Talatala, tu mets le nom de n'importe quel député, on te dit qu'est-ce qu'il fait à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il contrôle? Il a initié des moyens d'information ou des contrôles. Est-ce qu'il initie des lois? Dans quel sens il vote? Est-ce qu'il ne dort pas? Voilà, on essaie de retracer un peu le travail parlementaire de chaque député avec beaucoup de difficultés parce que c'est très, très compliqué à suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est très difficile, par exemple, aujourd'hui, des bureaux des législatures en législative, c'est très difficile de d'avoir accès aux listes des présences. Ce qui est très dérangeant dans notre démocratie, c'est que ce sont des données qui sont censées être publiques. Talatala n'est pas là pour publier des données de huis clos ou autres, des données confidentielles de l'Assemblée nationale. Nous, on veut mettre à la disposition du public des données qui sont censées être publiques. Et c'est très, très compliqué pour avoir ces données. C'est très difficile de savoir quel député est présent à l'hémicycle. C'est très difficile de savoir dans quel sens un député vote. Par exemple, si j'ai voté pour un député de la FUNA, j'ai envie, j'ai le droit de savoir est-ce qu'il a voté pour la prorogation, la dernière prorogation de l'état de siège. Je dois aller sur le site de l'Assemblée nationale et voir si mon député a voté oui, ou il a voté, il s'est abstenu. C'est quoi sa position? Est-ce qu'il rencontre mon point de vue d'électeur ou pas? Et ces données-là sont inaccessibles, ni à l'Assemblée nationale, ni ailleurs. Et nous, on a essayé de mettre en place un outil qui permet à ce que le Congolais puisse savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et commencer à demander des comptes. Donc, pendant mon congé sabbatique, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. Et après, c'était une manière à moi de dire, OK, tu as fait les journalistes, comment est-ce que tu peux impacter autrement? Et je suis venu avec cette idée-là au GIEC d'abord, et les amis ont dit, OK, c'est une bonne idée. On a ajouté des intelligences là-bas, et puis on a réussi à les faire financer pour qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est. Et on l'a lancé en 2021, et aujourd'hui, nous sommes très heureux que les baromètres continuent à exister et à documenter les travaux parlementaires. Merci. Donc, en fait, si je comprends bien, Ebouteli est né avant Talatala ou c'est le contraire? Ebouteli est né après Talatala. Ouais, Talatala. Talatala, c'est un produit qui est né avec les GIEC, avec les groupes d'études sur le Congo. Le GIEC a porté Talatala, comme le GIEC portait déjà un autre baromètre, les baromètres sécuritaires d'Ikivu. Avant que je n'arrive, il y avait déjà un baromètre qui existe toujours, qui documente les incidents de violence à l'est du pays depuis 2017, je crois. Et le GIEC a ensuite porté ces projets Talatala. Et lorsque Ebouteli est né, parce que, comme je disais, ce sont des anciens… la réflexion de créer ces centres de recherche à Kinshasa a commencé au sein du GIEC. Et des anciens du GIEC, mon ami Fred Baouma, Pierre Boisselet, Christophe, je vais oublier d'autres, Prof. Jolino, Malukisa de l'Université catholique du Congo. Voilà, tous ces mondes-là qui étaient au sein du GIEC, tous ces mondes-là a décidé de créer un centre de recherche à Kinshasa. Et le GIEC, Ebouteli est né comme ça. Et du coup, Ebouteli a d'abord commencé à faire des projets conjoints, de porter les projets conjointement avec les GIEC. Et au fur et à mesure, aujourd'hui, Ebouteli porte seul aussi des projets, même s'il continue à travailler avec les GIEC qui restent son partenaire de recherche privilégié.
Patricia? Merci. Je pense que c'est une très bonne, je donne un avis personnel comme ça, je crois que c'est une très bonne initiative d'avoir des think tanks tels qu'Ebuteli parce que dans le microscope congolais, on a très peu de think tanks. Je pense que vous pouvez attester ça. Il y en a très peu. En tout cas, s'il y en a, ce ne sont pas des recherches très poussées sur dans la recherche, en fait. Ce ne sont pas des recherches qui sont où il y a assez de subventions pour pouvoir faire de bonnes investigations et aussi euh, donner en fait la vérité au peuple congolais, à la population. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais hormis la vision derrière cet institut qui est très importante, pourquoi est-ce que vous pensez que c'était essentiel en fait au Congo d'avoir Ebuteli? Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cela? Oui, je pense qu'une des raisons principales de la raison d'être des Bouteli, c'était aussi, ou c'est toujours aussi de redonner la parole aux chercheurs, aux voix congolaises. On avait constaté, moi j'avais constaté, et des amis aussi, ensemble, on avait constaté que très souvent, lorsqu'on parle du Congo, c'est des spécialistes venus d'ailleurs qui en parlaient. De Jason Stern lui-même, de Thierry Vircoulon, des gens qui sont passionnés du Congo, hein, qui savent de quoi ils parlent. Mais il y avait très peu d'analystes crédibles congolais, très peu de voix congolaises, à part les politiques qui sont invités partout pour parler du Congo, pour défendre leur business, mais très peu de voix de la société civile dans l'analyse émergeait dans le débat public. Alors, c'était très important pour nous de dire, OK, revenons au Congo pour que nous puissions aussi participer à la formation ou à l'éclosion de cette nouvelle génération de chercheurs sur des bases, sur les mêmes standards que le GIEC, que Casis Group ou autres. On essaie de mettre vraiment la barre très haut, d'exigence, de rigueur, pour qu'on soit très, très vite considéré et crédible dans les débats publics. Et c'est pourquoi même dans notre politique maison à Ebuteli, on a créé rapidement un programme qu'on appelle Ebuteli Fellowship. C'est-à-dire on recrute tous les ans, chaque année, 6 jeunes sortis d'université sans expérience. Ils participent à un programme de 6 mois où ils sont intégrés comme chercheurs directement. D'ailleurs, il y a une note d'une fellow Ebuteli, Deborah Sabanga, qui vient de sortir aujourd'hui. Elle a réfléchi sur les attributions ministérielles, comment est-ce que on peut avoir 5 gouvernements qui se suivent, mais les ordonnances d'attribution de ministères ne suivent pas. On a l'ancienne ordonnance date de 2022, alors que certains ministères ont été fusionnés, d'autres ministères, des nouveaux ministères ont été créés. Je pense notamment à la nouvelle économie du climat. Et par exemple, ces ministères délégués n'a pas d'attribution, en tout cas sur papier. L'ordonnance job description. Le job description public n'est pas connu parce que l'ordonnance de 2022 n'a jamais été mise à jour. Voilà, en faisant cette étude, on nous a appris, oui, mais bon, en attendant l'ordonnance, il y a quand même des instructions de la première ministre, il y a les lettres d'émission qui existent. Mais oui, il y a des lettres d'émission qui existent peut-être, mais comment est-ce que le Parlement ou les citoyens peuvent demander des comptes à son ministre, à son représentant pour dire, voilà, dans votre job description, il était prévu que vous fassiez ceci, et ça crée aussi des chevauchements. Donc, on a fait une note d'analyse là-dessus qui a été publiée aujourd'hui même, et il y a une voix, cette jeune chercheuse qui contribue à la recherche des bouteilles aujourd'hui, ça symbolise un peu la raison d'être des bouteilles, de faire émerger d'autres noms et d'autres visages dans les débats publics congolais. Donc, c'est quelque chose de très, très important et ça nous
ça nous donne une raison de nous réveiller les matins pour dire, OK, on contribue à quelque chose. Merci Yves. Merci. Oui, moi j'ai 2 petites questions. La première, c'est une taquinerie, mais bon, je la lance quand même. Tu aimes bien le 2, hein? Alors, ce sont les 2 buts que vous allez attraper dimanche, là. 2 toujours. Je ne Allez, dis rien, je ne dis rien. On va rigoler le mardi. Non, j'ai la première question, c'est quand vous avez fait le briefing de votre parcours, vous êtes Congolais, en plus un Congolais de Kisangani, donc un habitué de la guerre. Et quand on regarde l'histoire, du Congo, d'abord. Voilà. Vous allez avoir la grosse tête, vous les gens de Kisangani. Ça aussi. Ça. Oui, je disais donc, quand on regarde l'histoire du Congo, il y a un monsieur, je crois que vous l'avez tous connu, monsieur William Swing. Je me rappelle quand on a nommé ambassadeur de la RDC, puis quand on l'a nommé représentant de la MONUC à Kinshasa, mon père avait l'habitude de dire, partout où il passe, il y a toujours des histoires. Maintenant, Trésor, toi, en 2019, tu as été au Tchad. Tu as été Congolais et compagnie. La prochaine destination où tu iras, on va risque de te dire aussi que tu ne peux pas entrer parce que partout où tu passes, ça barre d'après. J'ai pas compris les rapports avec Coco Swing. Partout où le swing passe, il y a la guerre ou bien il est là pour arranger. Trésor, il a été à Kisangani, ça bardé. Il a été à Kisangani, ça bardé. Il a été au Tchad, ça bardé. La prochaine destination, il va dire Makoloté. À Kisangani, je n'ai pas choisi, c'est la ville qui m'a choisi. Je suis né là-bas. Je n'ai rien demandé, je suis né là-bas, donc je n'ai pas choisi. Donc, c'est ma ville chérie, ma ville de cœur. Oui, la ville a connu des moments très troubles. Dieu merci, même si les séquelles de la guerre restent là, mais la guerre est encore loin. Depuis quelques années, les rébellions n'arrivent pas à Kisangani. On croise les doigts pour cette fois-ci aussi. Au Tchad, c'est vrai, moi, j'avais pas de rôle d'activité professionnelle au Tchad. J'étais vraiment en congé sabbatique. Je n'ai jamais traité de l'actualité tchadienne. C'était vraiment madame qui s'en occupait. Et c'est vrai, pendant notre séjour au Tchad, il y avait cette rébellion qui descendait et le président tchadien Idriss Déby est allé au front un jour. Et nous, on était encore au Tchad lorsque le président Déby est rentré mort, tué au front, apparemment. Et oui, ce sont des histoires qui marquent aussi. Mais, tu sais, pour la petite histoire, avant qu'il ne meure, il a regardé un classique au Real Madrid de Barcelone à Brazzaville avec le président Sassou Nguesso. Ah ouais, intéressant. Oui, intéressant. Ouais, et oui, l'assassinat ou la mort du président Déby nous a trouvé au Tchad. Et d'ailleurs, ma mère était là pour voir notre fille et elle est arrivée les week-ends et les dimanches, la mort du président a été annoncée. Donc, c'était des moments un peu tendus. Voilà, mais j'espère que là où je suis, j'apporte plutôt la clarté dans les débats que les troubles. On dit rien, on observe. Le temps nous dira ce qu'il en est. La deuxième question que j'allais vous poser, quand vous êtes en train de parler de la décision de prendre votre année sabbatique, en 2019, c'est une année charnière quand même dans l'histoire de notre pays. Et je me rappelle qu'en ce moment-là, il y avait un ministre, je crois que c'était un ministre français ou belge qui avait dit palabre africaine. Quand vous décidez de prendre votre congé sabbatique, c'était pour un cas de conscience parce que vous avez vu des histoires pendant les élections? Ou bien c'était vraiment, vous en aviez marre, il fallait décompresser? Moi, je n'ai rien fait. Moi, je n'étais pas acteur. Non, il n'est pas dit que vous avez fait. Ce que vous avez vu, ça vous a tellement choqué, vous avez dit, je préfère m'arrêter un moment. Non, ce que j'ai vu, j'ai écrit. J'ai écrit ce que j'ai vu pendant les élections. C'est que je disais que l'actualité politique congolaise est souvent, comment dire,
très éphémère. Dynamique. Donc, oui, les Dynamique. sujets, c'est bousculé. On n'a pas vraiment un espace de débat. Je ne sais même pas s'il y a des sujets qui choquent encore, où on peut rester là-dessus. On trouve ça, c'est pas normal. On en discute, on fait vraiment des débats là-dessus. Ça manque beaucoup aujourd'hui l'espace des discussions, l'espace des débats contradictoires. Et moi, je pense que pour revenir à 2019, c'est un peu comme ce qui s'est passé au Tchad avec notre séjour au Tchad. Donc, on est allé parce qu'il y avait un régime qu'on suivait, en tout cas que Madame suivait, les régimes des débits pairs, et le régime des débits pairs est fini, les fils est arrivé, c'est un nouveau cycle. Ou bien vous décidez de continuer, donc il faut continuer à suivre ce cycle-là, ou vous décidez de passer à autre chose. Donc, moi, ayant été quelqu'un qui était passionné par les personnages des Kabila, où je suivais un peu où est-ce qu'il voulait amener les pays et tout son état d'esprit, tout son personnage. Et le fait qu'après avoir essayé de résister, de prolonger son mandat 2 ans plus tard, il arrive quand même à partir, c'est un nouveau cycle qui commençait. Et la manière dont il est parti, on sait tous les débats autour de ces deals, des élections et tout ça. Beaucoup de choses ont été dites, on a écrit des choses là-dessus. Et ensuite, moi, je me suis dit juste que, bon, il y a un nouveau pouvoir qui arrive, c'est un nouveau cycle. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Est-ce que j'enchaîne directement avec la couverture journalistique de ce qui va commencer, ou bien est-ce que je me retire un peu, aussi laisser la place à d'autres, et on a vu l'émergence de mon petit Stani Boujakera aujourd'hui, parce que voilà, il fallait aussi laisser la place aux autres. Donc moi, je me suis dit qu'il fallait faire une pause pour regarder comment les choses évoluent et pour regarder si je pouvais pas me renouveler autrement. Je savais pas en prenant cette pause que j'allais devenir analyste politique. Je savais pas du tout. C'était vraiment un moment de réflexion personnelle, d'introspection pour voir comment est-ce que j'ai pu servir autrement le métier ou les pays. Donc voilà, donc pendant ces moments-là des réflexions, le GIEC est arrivé. Ça pouvait être aussi autre chose, ça pouvait être aussi d'autres amis qui me proposent peut-être de rentrer dans le business ou autre. Donc j'étais vraiment en train de réfléchir sur ce que j'allais devenir. Donc voilà, le GIEC est venu et comme ça s'éloignait pas trop du journalisme, je me suis dit, OK, pourquoi pas? Ça m'échange un peu du traitement de l'actualité de manière instantanée, immédiate, parce que j'étais à la fois sur les papiers. Moi, j'ai travaillé pour les magazines Jeune Afrique, mais je suis beaucoup plus un profil journaliste web. J'adore le web, j'adore suivre l'évolution du numérique. Donc, j'ai beaucoup contribué au site internet de Jeune Afrique. Donc, j'étais beaucoup plus intéressé par écrire au jour le jour. Tous les jours, je couvrais l'actualité congolaise. Donc, des changements de cycle, pour moi, c'était un moment de faire une pause et avant de revenir d'une manière ou d'une autre. D'accord. Et une petite question, Padre, une petite question seulement. Voilà, Trésor, ça soit vraiment petite, puisqu'on avance le temps. Vous êtes analyste politique. Vous avez vécu en Europe, vous avez vécu en Afrique, dans plusieurs endroits. Je voulais savoir, quand on regarde la politique au Congo, on se rend compte d'une chose. Les doctrines politiques comme telles, elles n'existent pas. Vous ne trouvez pas que c'est aussi une partie du problème? Je donne un exemple. Chez nous, on n'a pas honte de voir un parti qui est foncièrement de gauche, je dirais de gauche, genre socialiste, genre réformateur, être en alliance avec un parti de droite, alors que leurs aspirations politiques, leurs philosophies sont complètement différentes. Vous ne trouvez pas que ça aussi, c'est l'un des problèmes qui font en sorte que les crises au Congo ne s'arrêtent jamais? C'est une bonne question, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment je pense qu'il n'y a pas les mêmes spectres d'analyse gauche-droite, extrême gauche, extrême droite au Congo. On a fait cette expérience avec l'élection de 2023. Bouteli avait créé ce qu'on avait appelé Keba, un outil d'aide au vote. On a
On est allé sur l'ensemble du pays très rapidement. On a rencontré des jeunes, on a fait des focus group, 44 focus group à travers les pays où on demandait aux jeunes de nous dire leurs priorités. On est revenu à Kinshasa, on a fait un questionnaire de 98 questions et qu'on a soumis aux candidats. Tous les candidats, en tout cas les candidats majeurs ont répondu, même le président de la République à travers ses représentants ont répondu à ces questionnaires. Et dedans, c'était très révélateur des courants politiques, de l'idéologie même. Et c'est très difficile de considérer aujourd'hui par rapport à ce qui est dit, par rapport aux projections de ce que les partis, par exemple, de l'UDPS ou les candidats de l'UDPS comptaient faire, c'est très difficile de considérer l'UDPS comme un parti de gauche, même si sur les papiers, social-démocratie, international socialiste. Je pense que ce débat-là est très, très biaisé au Congo. Je pense même que beaucoup de partis politiques congolais sont des partis de droite, voire d'extrême droite. Lorsqu'on regarde la nature de la campagne de 2023, la thématique qui a mobilisé au Congo, c'est la peur de l'étranger. Ces candidats-là, c'est les candidats de l'étranger. Attention, l'agresseur, c'est le Rwanda qui vient, c'est moi les chefs et tout ça. Et ces discours-là, je pense même que les peuples congolais, si on se met vraiment dans les spectres d'analyse occidentale, les peuples congolais de droite, les sujets qui mobilisent au Congo, c'est lorsqu'on te parle de la nationalité. On a vu, la loi n'a pas été votée, mais l'histoire de la proposition de loi Tchani, des pères et des mères, comment ces propositions étaient portées, qui mobilisaient les gens. C'est un Congolais, tu ne peux pas être un Congolais seulement des pères. Pour moi j'ai une femme qui n'est pas congolaise et j'avais même fait un tweet là-dessus lorsque ces débats-là étaient en train d'émerger, lorsque j'avais posé la question, est-ce que ma fille, comme elle est née d'un Congolais et d'une Française, ma fille, et du coup, elle est congolaise des sous-zones ou elle est congolaise comme nous autres. Ma fille grandit avec la rumba, grandit à Kinshasa, qui essaie de parler les Lingala ici. Est-ce qu'on les considère comment? Donc, mais au Congo, en tout cas, même avec certains collègues ici, oui, mais comment il dit? Non, Azad Demi Dakar. Donc, il n'est pas vraiment congolais, quoi. Tu vois, il n'est pas vraiment congolais. Il faut être congolais 100%, des pères et des mères. Il faut même être aujourd'hui congolais d'épouse. Donc, il faut que ton épouse aussi soit congolaise pour prétendre à certaines fonctions. Donc, je pense que les sujets qui mobilisent aujourd'hui dans les débats publics, en tout cas dans la rhétorique des campagnes électorales, ce sont des sujets de droite. Et pour un parti qui s'est dit un parti socialiste, battre campagne sur les questions des nationalités, la peur de l'étranger, je ne pense pas que ce soit des sujets de gauche. Donc, on ferait une analyse très biaisée si on mettait nos partis, on essayait vraiment de les mettre dans des cases d'analyse occidentale gauche-droite. Je pense qu'on n'est pas du tout là-bas. Ici, c'est vraiment des pragmatiques. À chaque sujet des sociétés, un parti politique se positionne par rapport à son électorat, par rapport à ses convictions et par rapport aussi à l'état du pays. Il y a un candidat, je pense, à l'élection présidentielle à l'époque, je pense que c'était Adolphe Mouzito, on était dans ses bureaux d'ailleurs des Boutelli, qui nous disait que lorsqu'on n'a pas encore réussi à résoudre des problèmes élémentaires du pays, les manger, la scolarité, c'est très difficile d'aller sur l'idéologie socialiste, communiste ou autre. Donc, il faut déjà arriver à répondre à ces besoins de base. Les besoins primaires. Oui. Les besoins primaires des Congolais. Et là, maintenant, on va dire, OK, comme cette base-là est instaurée, voici ma vision. Moi, je suis libéral. Maintenant, on peut aller dans ce sens-là pour construire des pays où moi, je suis plutôt socio-libéral. On peut aller dans l'autre sens. Mais il y a tellement encore des problèmes primaires de la vie nationale qui nécessitent des réponses, que c'est très difficile d'aller sur ce terrain-là. On avance, Patricia. Merci beaucoup, Trésor. Tout à l'heure, vous avez parlé vous avez utilisé le terme immédiateté et traitement de l'information. J'aimerais vraiment savoir, selon vous, parce que moi, je suis vraiment intriguée par
le terme journalisme au Congo et tel qu'on le vit notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que selon vous, il reste vraiment quelque chose du journalisme au Congo ou alors on doit s'inventer, se réinventer, faire quelque chose parce que ce qu'on vit de ceux qui se décrivent journalistes, vraiment, c'est très difficile en termes de crédibilité. J'aimerais avoir un peu votre avis là-dessus. Ouais, c'est une question très fondamentale dans dans le milieu ici. Je pense que au-delà même des journalistes, hein, je pense même des médias. Est-ce il y a encore des médias au Congo? Même à Kinshasa, hein, je pense que c'est une ville qui est vraiment remplie des médias, des radios, des télévisions, des sites d'information et tout ça. Mais est-ce que vraiment tous ces supports remplissent les critères d'être appelés médias? Je pense que j'ai des sérieux doutes. Il y a un peu tout et n'importe quoi. Les gens s'improvisent du jour au lendemain, journalistes, des publications qui sont pas basées sur des faits, qui sont pas vérifiées. De plus en plus, des gens ils font des papiers avec une source. Ils ont parlé à une personne et ils arrivent à faire un papier qui accable d'autres personnes. C'est très dangereux, c'est très triste, mais je pense que les problèmes est vraiment structurel. Ça passe notamment par les écoles qui forment des journalistes au Congo, l'IFASIC qui a changé de nom, je ne sais pas comment on l'appelle aujourd'hui, des gens qui s'improvisent comme ça, qui étaient chroniqueurs de musique, qui deviennent youtubeurs et ils ont de l'audience. Et aussi, autre problème, c'est l'éducation aux médias. Est-ce que les Congolais, ils savent ce que c'est une information? Et lorsque quelqu'un qui est dans les populismes prend les micros, il crée une chaîne YouTube, il commence à raconter sa vie, à faire des révélations qui sont basées sur rien. Et ces personnes-là sont terriblement suivies. Ça dit quelque chose, ça dit beaucoup sur l'éducation, notre système éducatif. Est-ce que les gens sont formés pour apprendre à distinguer les vrais du faux? Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, les corporations des journalistes, est-ce que ils font un effort de faire un toilettage quoi, pour savoir qui est vraiment journaliste dans les métiers? Il y a de plus en plus des cas et ça me déroute toujours. Je n'arrive jamais à comprendre. Quand j'étais journaliste déjà et aujourd'hui, il y a de plus en plus des cas, des gens qui t'appellent pour dire « Ah, Trésor, vous savez, je suis journaliste pour tel média, mais voilà, j'ai fait aussi attaché de presse du ministère X. Est-ce que je peux avoir les contacts de tel média? » Comment est-ce que tu peux être journaliste et attaché de presse au ministère? Et il y en a plein à Kinshasa, des journalistes, en tout cas ils se disent journalistes, et ils travaillent aussi pour la communication des politiques. C'est très, très compliqué ces mélanges déjà. Et c'est quoi j'ai dit? Dans la formation des journalistes au Congo, on mélange aussi communication et journalistes. On forme à la fois des communicants et on forme aussi des journalistes. Les gens, ils sortent de l'université avec ces deux backgrounds, alors que pour moi, je considère vraiment la communication comme l'autre face du journalisme. Les communicants, ils essaient de vendre un produit, alors que les journalistes te disent, ces produits ici, c'est qu'il est vraiment. Mais les communicants, ils vont essayer à tout prix de faire avaler n'importe quel produit. Donc, je pense que le problème est structurel. Ça va trop loin. Il faut vraiment une remise en question de notre système éducatif. Comment est-ce qu'on forme les journalistes et même dans les corps des métiers, comment est-ce qu'on fait respecter les critères? Donc, c'est très, très délicat, malheureusement. Et surtout avec l'émergence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, à un moment donné, on attendait les journaux de 20 heures hein, pour s'informer. Aujourd'hui, c'est un tweet urgent. Tout le monde fait des urgents un peu de gauche à droite, qui racontent des histoires. Et parfois, ce n'est pas vérifié. C'est très compliqué. Les journalistes doivent se remettre en question et aussi apporter autre chose qui les distingue de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Effectivement, je pense qu'on vit dans un bruit indécent au Congo. Je vais donner un exemple comme ça qui est arrivé juste hier ou avant-hier, par exemple. Il y a une, je ne sais pas si je peux l'appeler youtubeuse ou journaliste, je ne vais pas citer son nom, elle a tweeté
que le président honoraire Joseph Kabila rentre à Kinshasa. Et quelques heures plus tard, on a eu le ministre de la Communication qui a dit que si le président rentre à Kinshasa, il va être arrêté. Donc, j'ai trouvé ça tellement marrant. J'ai dit, mais en fait, on n'a même pas regardé à savoir est-ce qu'elle est en train de nous... Elle est en train d'amuser la galerie ou elle est vraiment en train de partager une information. Bon, bref, c'est vraiment quelque chose d'indécent qui se passe au Congo et c'est assez amusant. J'espère qu'on va arriver à trouver autre chose. Donc voilà, j'aimerais un peu qu'on parle, Trésor, de la RDC et surtout de la crise, la période de crise en tout cas que nous traversons en ce moment. Et j'aimerais avoir votre analyse sur les dynamiques aujourd'hui avec la crise sécuritaire et politique. Et en quoi est-ce que vous pensez que c'est différent de ce que, par exemple, ce que vous avez vécu à Kisangani et ce que vous avez couvert en tant que journaliste dans le passé? C'est une vaste question. Je ne sais pas par où commencer. Je pense que c'est une crise très profonde. Il y a une lecture qui considère cette crise comme une crise essentiellement sécuritaire, que les M23, l'AFC, les troupes rwandaises sur les sols congolais, et essaie d'offusquer l'autre partie de la crise qui est peut-être latente, la crise politique, je pense qu'il y a beaucoup de lectures partielles de la crise politique. D'autres essaient de situer ça en 2020, lorsque le président Tshisekedi renverse la majorité parlementaire et déboulonne, entre guillemets, Joseph Kabila et sa famille politique. Et d'autres, ils peuvent aller plus loin. Moi, je pense que la crise politique actuelle, on doit avoir le courage d'aller plus loin. Jusqu'où, je ne sais pas. On peut aller même plus loin. Déjà en 2018, c'est ce qui s'est passé en 2018. On peut aller encore plus loin. Pourquoi il n'y a pas eu des élections vraiment en 2016? Donc, lorsqu'on fait des lectures partielles de cette crise politique, ça nous empêche vraiment de prendre la chose dans sa globalité. Moi, je considère qu'il y a une double crise. Il y a une crise sécuritaire, mais cette crise sécuritaire est aujourd'hui adressée parce que la crise sécuritaire a réussi à s'imposer grâce aux rapports des forces qui ont changé. Il faut rappeler quand même que la guerre du M23 a recommencé en 2021, fin 2021, on n'en parlait pas. Les rebelles ont pris Bunagana, il n'y avait presque rien ici. À Kinshasa, ils ont commencé à avancer, ils ont longtemps traîné à Saké, et lorsqu'en janvier 2025, ils ont pris Goma, les choses ont commencé à changer. En tout cas, les discours politiques à Kinshasa ont changé. Il faut rappeler quand même qu'avant 2025, en novembre, les débats politiques au Congo, c'était les changements de la Constitution. Le président de la République voulait interroger les Congolais sur l'opportunité de changer la Constitution. On ne parlait pas suffisamment des guerres à l'Est, mais quand les rapports ont changé, quand les villes ont commencé à tomber, d'abord Goma, puis Bukavu, les débats sur la réforme constitutionnelle, parce qu'il fallait mettre en place une commission en janvier, ça a été suspendu, et on a commencé beaucoup plus à parler de la guerre, de la crise sécuritaire. C'est ce qui manque, je pense, moi, à mon avis, c'est levier des contraintes, ces rapports des forces qui ont changé sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas les mêmes rapports des forces sur le terrain politique, parce qu'aujourd'hui, à Kinshasa, l'opposition est inaudible. La plupart des opposants d'ailleurs sont en exil. Aujourd'hui, ceux qui sont là, ils essaient de se débattre. Je vois de temps en temps l'opposant Délis Sesanga faire des meetings aujourd'hui parce qu'il est resté presque le seul à s'activer. Il y a aussi Martin Fayulu qui est là, mais voilà, qui pousse beaucoup plus une opposition comment ils disent ici, républicaine, où ils discutent un peu, il essaie de pousser pour que accepte de discuter, d'ouvrir les processus internes. Mais l'opposition n'arrive pas à mobiliser.
la société civile n'arrive plus à mobiliser. Il y a aussi un sentiment de peur des uns et des autres à Kinshasa. Donc, cette crise politique n'a pas suffisamment de leviers pour s'imposer dans les débats publics, contrairement à la crise sécuritaire avec les gens qui ont pris les armes. Ce qui est dangereux dans cette histoire, contrairement à ce qui s'est passé les années où moi j'étais encore jeune, c'est qu'à un moment donné, pour avancer, il faut reconnaître qu'il y a les deux crises. Parce que j'avais vu 80 accords de cessez-le-feu de Lusaka pour geler les lignes de front pour que la guerre s'arrête un peu. La Monique à l'époque a fait les zones d'interposition. Et les années qui ont suivi, 2001, 2022, les gens se sont retrouvés en Afrique du Sud pour discuter. Mais ce n'était pas seulement les gens qui avaient les armes. Il y avait aussi la participation de la société civile. Il y avait la participation de l'opposition non armée pour dire que la crise, ce n'est pas seulement la crise sécuritaire. Parce que si vous vous acceptez seulement de discuter avec les gens qui ont pris les armes, le danger, c'est que les gens se radicalisent. Les gens se disent, OK, pour qu'on m'écoute, il faut que je sois du côté des gens qui ont pris les armes. Je ne dis pas que ça encourage les gens à aller prendre les armes contre leur pays, mais je trouve que c'est quand même dommage de ne pas permettre un espace de discussion aussi en interne sur d'autres questions. Et à une émission, j'estimais même que le président de la République, aujourd'hui, il avait une opportunité. C'est très difficile de résoudre la crise sécuritaire, à mon sens. Mais il y a une opportunité aujourd'hui de se dire comment est-ce qu'on peut se projeter pour le Congo de demain. Appeler les Congolais pour dire, OK, où est-ce qu'on va? Le Congo, dans 10 ans, on sera où? On essaie de réfléchir un peu au-delà du dialogue politique. Moi, j'appelle ça un dialogue de société. Comment est-ce qu'on repense ensemble les Congos de demain? Il y a une opportunité. C'est quoi notre plan de sortie de cette crise? On appelle les gens, on en discute. Malheureusement, dans la classe politique, tout le monde attend le dialogue pour se retrouver, pour avoir un poste de responsabilité, pour essayer d'échanger la CENI et mettre ses délégués à l'intérieur. Et finalement, on ne parlera pas du Congo. Si on veut vraiment que les choses changent, qu'on quitte ces cycles infernaux de crise, il faut qu'à un moment donné, on puisse changer le format des discussions. Si les discussions politiques tournent sur les individus, sur le sort des individus, sur le partage des responsabilités, je pense qu'on ne sortira pas de ces cycles de conflits. Merci beaucoup. Père Jean-Pierre? Oui, alors, Trésor, en vous suivant un peu, si on voit bien face à cette crise que traverse le Congo, qui dure longtemps, qui peut encore durer d'ailleurs quelques mois, si pas même une année, et si on reste à l'état actuel des choses, et entre la responsabilité du pouvoir en place, les rôles des acteurs régionaux, si on peut dire comme ça, même des acteurs prenant internationaux, société civile, et puis surtout les découragements et la fatigue, hein, entre guillemets, de la population congolaise face à ce qui, disons, la population qui est en quelque sorte désarmée par la situation actuelle. Et que faudra-t-il faire, selon vous, pour créer les conditions d'une sortie honorable, durable et crédible de cette crise? Pour l'instant, moi, je vois pas les pistes, je vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir. J'ai l'impression, j'espère que je me trompe, j'espère vraiment, j'ai l'impression que l'alisement actuel, les statu quo actuels arrangent tout le monde. Je pense que les statu quo actuels arrangent à la fois le Rwanda, qui a une mainmise sur le Kivu, qui a une mainmise sur toute la frontière entre la RDC et le Rwanda. Ça arrange le M23 parce que voilà, ils sont là, ils essaient de construire un autre État et d'administrer là-bas. Comme ils avancent plus, Kinshasa se sent un peu plus serein parce qu'on a vu l'agitation ici à Kinshasa lorsque les rebelles avançaient, lorsque Uvira a été menacé, lorsque Kalemi a été menacé. Mais aujourd'hui,
grâce à l'intervention des Américains avec ces processus de Washington et les processus de Doha, ça a permis à ce que tout le monde puisse se calmer un peu. Il y a quelques combats. Tous les jours, il y a des combats entre les M23 et certains groupes armés locaux. Il y a des bombardements, mais il n'y a plus vraiment des progressions de troupes rwandaises et du M23. Donc, on assiste quand même à une certaine accalmie. Et aussi parce qu'il y a les garants de cet accord de Washington, qui est quelqu'un de très imprévisible, de Donald Trump. Mais ce qui se passe à Doha, je pense que c'est très, très difficile d'arriver à sortir de la crise parce que tout le monde met la barre très haut. On a signé des déclarations de principes, des cessez-le-feu. On vient de signer, d'accepter un mécanisme de vérification qui est très controversé avec la MONUSCO réduit à un rôle logistique. Les partis M23 et Kinshasa qui se méfient déjà, qui doivent surveiller et se surveiller et tout ça. Donc, je trouve que c'est un peu bancal des mécanismes qui a été trouvé. L'accord d'échange des prisonniers qui a du mal toujours à se mettre en place. J'ai l'impression qu'il n'y a pas suffisamment de bonne foi à Doha pour faire avancer les choses et l'enlisement profite à toutes les parties, malheureusement. Et du coup, je ne sais pas, en tout cas à ce stade, je vois mal comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise si on continue à considérer que la solution de la crise passera par un accord entre les M23, AFC et Kinshasa. Je pense que c'est quelque chose que nous, on essaie de pousser, de tester aujourd'hui. On s'est dit, il faut peut-être, comme il y a déjà un cadre de discussion, parce que autre chose aussi, c'est l'engrenage diplomatique, la multiplication de processus autour de la crise. Il y a les Africains qui traînent à côté avec un processus à 10 têtes, un médiateur, 5 facilitateurs qui ne se parlent pas, qui ne se rencontrent pas, il n'y a pas de coordination. Il y a l'Église qui essaie de pousser aussi son dialogue en insistant sur l'intégration de l'opposition non armée qui discute déjà avec les pouvoirs à Doha. OK, mais peut-être c'est dire juste, OK, on a Washington qui essaie de discuter, de faire avancer les processus entre Kinshasa et Kigali. Pourquoi pas faire des Doha les cadres où les autres aussi doivent venir? Parce que j'ai doute, moi, de plus en plus que à Doha, on a vraiment des acteurs qu'il faut à table pour résoudre la crise. Je considère de plus en plus qu'il y a d'autres personnes beaucoup plus influentes sur la question de l'Est qui sont exclues de ces processus. Alors, pour résoudre la question une fois pour toutes, faisons des Doha un cadre de discussion inclusif. Donc, faire en sorte que les M23 et Kinshasa arrivent à trouver un accord pour arrêter d'avancer, un accord de paix, mais profiter de ces cadres pour inclure d'autres acteurs, pour parler aussi d'autres sujets qui sont sur la table, la question des gouvernances, la question de liberté publique, la question des élections prochaines, des garde-fous à mettre en place. Donc, pourquoi pas faire des Doha cet espace comme on a eu à San Suu Kyi à l'époque et essayer de faire que la table soit beaucoup plus élargie pour faire inclure d'autres acteurs. Mais si on continue avec ces schémas, je vois mal les bouts du tunnel. Bon, c'est une bonne réflexion et ça vaut la peine, hein, puisque comme vous dites, les dialogues qu'on prône ou que prône la SENCO et l'ECC, c'est inclusif, tandis que le gouvernement ne veut pas inclure ceux qui ont pris des armes ou qui sont dehors, des choses comme ça, alors qu'on discute. C'est un peu, je ne sais pas si la logique existe en République démocratique du Congo. La logique n'existe pas. Hein. J'ai apprécié, j'avais déjà fait la réflexion bien avant, même si je ne l'ai pas rendue publique, mais j'ai apprécié la question de Marius Munga, au ministre de l'Intérieur dernièrement. Hein. C'était, je crois, aux États-Unis. Il dit, vous dites que Kabila est avec le M23, c'est leur chef, vous refusez de dialoguer avec lui et qu'il est, c'est pas qui, mais vous dialoguez avec le M23, c'est qu'alors, si on suit la logique normale, c'est que vous dialoguez avec lui. Non, ce n'est pas seulement ça, mais il n'avait pas répondu, hein, si on
les images sont là. C'est un peu, je ne sais pas si la logique existe encore. On refuse alors les dialogues de Kinshasa prônés par la SENCO et l'ECC d'inclure ceux qui ont pris des armes. Mais entre-temps, vous traitez avec ceux qui ont pris des armes à Doha, comme vous venez de dire. Alors, c'est facile, qu'on amène tout le monde là-bas, c'est plus facile. Je commence à penser que peut-être, bon, ça dépend aussi des pays là. Sinon, ça n'a pas de sens disons, de faire fouillant, ou bien on ne veut pas que la guerre finisse, c'est comme vous avez dit, que chacun se contente de sa situation actuelle. On peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Ceux qui sont au pouvoir restent au pouvoir au-delà du temps. Je m'excuse de le dire, puisque ça peut être comme ça, puisque le pays n'est pas unifié, on ne peut pas faire des élections soit comme ça, et les autres aussi ne peuvent pas arriver à Kinshasa, ainsi de suite. Entre-temps, il y a des rébellions qui sont un peu partout aussi, en Ituri, on ne dialogue pas encore avec ceux-là, ainsi de suite. La situation semble quand même un peu complexe. Bon, espérons, on va voir un peu comment ça va aller. Alors, nous allons vers la question. Ah oui. Yves, s'il a une question. Yves. Moi, j'ai une question. Cette fois-ci, c'est Yves. Je reviens sur la réflexion qu'on était en train avec Trésor concernant les discussions gauche-droite. Je veux donner 2 exemples. Un exemple, c'est le Kenya. Après les élections où Mwai Kibaki a été élu président, il y a eu un semblant de génocide, il y a eu une discussion en profondeur entre Kenyans, et ils sont sortis de là avec ce qu'ils appelaient Vision 2030. C'est en soi un programme de politique générale qui était indépendant de toutes les parties impliqués dans la politique kenyane. Et de ces discussions, ils ont eu ce qu'on appelait le Jubilee, le côté de Uhuru Kenyatta et Ruto, et il y avait l'ODM de Raila Odinga et de Wetangula et compagnie. Je donne encore un autre exemple, c'est le cas de l'Espagne. Au sortir de la guerre civile, l'Espagne est un pays qui est sur l'axe du fascisme avec l'Allemagne et l'Italie. D'ailleurs, c'était leurs alliés. Avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on se retrouve avec une situation où nous avons la réalité, la real politique qui prend le dessus, et l'Espagne devient même membre de l'OTAN. Dans ça, on voit plus tard que les idéologies ont commencé à prendre forme de telle sorte qu'il y avait la droite et la gauche. Il y avait des idées purement nationalistes et des idées purement, comment est-ce que je dis ça, progressistes. Moi, je me pose une question. Même si chez nous, on a l'habitude de chercher le raccourci le plus court pour essayer de faire face à une réalité. Actuellement, le fait que nous n'ayons pas des limites claires, selon vous, en tant qu'analyste politique, ça n'empêche pas la population de pouvoir réfléchir autrement. Parce que si on sait définir, moi je propose tel plan d'action et l'autre propose tel plan d'action, la population est dans une position de pouvoir dire je vais à droite ou je vais à gauche. Mais tant qu'on ne sait pas ce qui doit être fait ou bien ce qui peut être fait, ben, les gens sont dans un attentisme. C'est un peu ça la question, la réflexion que je voulais avoir avec Trésor concernant justement le fait qu'on n'ait pas d'idéologie dans notre politique. Je donne un exemple très bête. Chez nous, je me rappelle en 2006, quand il y a eu, juste après les élections, je vois, on fait un regroupement politique pour avoir la majorité au Parlement, où on a le PPRD qui se dit un parti de social-démocrate, on a l'UDEMO qui se dit un parti conservateur, d'ailleurs ils sont avec la droite européenne, et on a le PALU. La même chose, je vois aujourd'hui avec l'Union sacrée, où nous avons l'UDPS qui est un parti socialiste, on a le MLC qui est un parti de droite, on a l'UNC qui est un parti de gauche, on a les AAA là qui sont dans leur majorité, comme on a tout de suite compris, nous tous, des partis avec un discours foncièrement de droite. C'est le flou total. Or, la science est là, on ne va pas inventer la roue.
Je ne sais pas ce que je vais ajouter. Je pense que je partage ces constats. Je partage ces constats. C'est très illisible. C'est très difficile de comprendre la scène, l'échiquier politique congolais si on s'y réfère à des courants idéologiques, parce que je pense qu'il n'y a pas d'idéologie. Au moins, on devait avoir des convictions. Mais là aussi, il y a un problème des convictions et des gens qui changent d'avis comme des habits. C'est très déroutant, c'est très compliqué à suivre la scène politique congolaise. Donc, je pense que je partage l'essentiel de ce que vous avez dit sur la difficulté de cette absence d'idéologie pour savoir au moins quel cap suivre, même de manière très basique. Je pense que on est un pays en crise. On devait avoir un plan national, un plan national clair des sorties de crise. Là, il y a la feuille de route des évêques catholiques et de religieux protestants qui est sur la table, une feuille de route qui déroule un peu de quoi est-ce qu'on va parler. Mais on ne sait pas ce qui va être les résultats, mais je pense qu'en tant que nation, en tant que gouvernant, on devait aussi avoir les pays, en tout cas ceux qui nous dirigent, devaient nous proposer aussi un plan. Voici notre plan. À un moment donné, on avait plutôt des lignes rouges. Oui, il y a ça, la ligne rouge, c'est ça. On ne va pas discuter avec les M23. OK, mais du coup, on sort comment? On sort comment de la crise si on ne discute pas avec les M23? C'est ça ce qui, moi, il me manque. Il me manque, par exemple, de savoir, lorsque le président de la République, dernièrement à Bruxelles, décide de suspendre les plaidoyers pour des sanctions contre le Rwanda, parce qu'il demande, il tend la main à son homologue rwandais, la paix des braves. Je me dis, OK, c'est quoi la suite du plan? Si on accepte ces plans, comment est-ce qu'on déroule la suite? C'est-à-dire, on arrête Washington, on fait c'est quoi? On ne peut pas pousser les choses jusqu'à la fin. Et si les plans, la main tendue, échouent, comme on l'a vu, qu'est-ce qu'on a prévu la suite? Donc, je pense on doit travailler en tant que nation à être beaucoup plus sérieux dans la construction de cette paix, parce que ce n'est pas des choses qui se décrètent par des slogans. Il faut qu'on soit vraiment très, très rigoureux. C'est quand même la vie, la vie de la nation qui est en jeu. Il y a des personnes qui sont séparées. J'ai des amis à Kinshasa qui voudraient aller à Goma, qui ne peuvent pas aller à Goma, et inversement, surtout lorsqu'on vient d'un espace qui est contrôlé par une administration, vous arrivez à l'autre, vous êtes suspecté, vous êtes interrogé. Donc, ça devient quand même compliqué. On a besoin de résoudre cette question très rapidement, mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils, on n'a pas d'instruments. Les gens qui sont aux affaires ne nous aident pas non plus à articuler des plans de sortie des crises clairs. Alors, nous avons à peine 5 minutes pour finir. Nous allons essayer d'aller un peu plus rapidement maintenant pour nous séparer nous séparer en bonne et due forme, sans nous buter comment il faut dire, à une fin comme disons, une fin bloquée comme maintenant notre pays. Nous allons essayer de trouver une solution pour bien finir l'émission. Et là, je pense que nous allons passer à ce que nous appelons de petites questions, n'est-ce pas, Patricia? De petites questions comme ça. Oui. Voilà. Alors, je te donne la parole. Oui, je vais poser la question très rapidement puisqu'on a 5 minutes. J'aimerais plus l'entendre dans l'expérience du miroir, mais bon. Trésor, ma question est, si vous étiez une citation, vous seriez laquelle? J'aime bien la citation qui dit « Connais-toi toi-même ». Socrate. Descartes. Socrate. Magnifique, merci beaucoup. Yves, une question et ensuite on passe au miroir. Comment est-ce que tu m'as dit une question? Tu sais que j'ai toujours question à cette étape. Anyway, papa gâteau ou papa marteau? C'est le temps. Comment? Papa gâteau ou papa marteau?
J'ai pas compris la question. Vous identifiez comme un papa gâteau, genre toujours Ah, caresser l'enfant, ou bien oui, je vous suis un pensez. papa gâteau. Totalement gâteau. Totalement gâteau. Ok. Bon, la deuxième question, on la laisse pour une prochaine fois. Oui. Voilà. Merci, merci beaucoup, Yves. Là, il est gentil aujourd'hui, hein, sinon on sait la suite. Alors, Trésor, c'est le moment de vous laisser seul, c'est le monologue, pas de questions comme telles. Vous allez rester seul sur l'écran. Nous allons vous suivre tout comme nos téléspectateurs aussi. C'est pour que vous puissiez faire le monologue. C'est Trésor Kibangula qui parle à Trésor Kibangula. Trois aspects. Les qualités de Trésor Kibangula et puis deuxième aspect, les défauts de Trésor Kibangula et troisième aspect, les conseils que Trésor Kibangula donne à Trésor Kibangula à partir de ses défauts. Et puis alors, nous allons revenir pour nous séparer. Pour le moment, nous vous laissons l'écran pour ces monologues. Wow. Trésor Kibangula, du coup, je vais parler, excusez-moi de parler de moi à troisième personne, je n'aime pas du tout ça. Trésor Kibangula, donc, est quelqu'un qui aime apprendre. J'aime apprendre tous les jours. Et en ce moment, j'apprends beaucoup de l'IA. Comme j'adore le digital, donc j'apprends beaucoup d'intelligence artificielle, pas seulement ChatGPT, hein, essayer de découvrir d'autres IA. Et voilà, donc j'aime apprendre et je pense que si on apprend, on se construit et on continue à avancer. Défaut, je pense que mon entourage dit que je suis quelqu'un de susceptible. Je pense que cet entourage n'a pas tort. Je ne suis pas rancunier, mais je suis très susceptible. Il y a des choses qui m'énervent et quand les choses m'énervent, tout de suite, je les dis. Je suis aussi très, je pense que c'est un défaut peut-être, je suis très entier. Je n'aime pas mettre les choses sous les tapis, donc j'aime dire les choses frontalement, directement, autant que ça blesse, mais au moins c'est dit et puis on arrive à trouver une solution. Donc la dernière question par rapport au conseil, je pense que c'est le début de ces monologues, donc je pense que les gens doivent continuer à apprendre. L'apprentissage est quelque chose de permanent, donc il ne faut pas s'arrêter, considérer que c'est acquis, considérer qu'on est arrivé, sinon c'est la mort en étant vivant. Donc je pense que jeunes, vieux, on doit continuer à apprendre même des expériences des autres. On est dans un pays en crise, on n'est pas les premiers pays en crise, il y a d'autres pays qui ont connu des crises. Je pense à Nigeria, par exemple, des pays qui ont connu d'autres crises avant, et essayer de voir comment est-ce qu'eux, ils sont sortis de ces crises, essayer de récupérer d'expérience des autres pour commencer à construire petit à petit notre plan de sortie des crises aussi. Donc, ce sera peut-être ça mon mot du jour et mon conseil, c'est continuer à apprendre, continuer à se former. Voilà, merci, merci beaucoup, Patricia. Merci, merci, très inspirant. Merci beaucoup, Trésor, pour votre temps. Et surtout, vous nous avez beaucoup édifiés. Donc, on va garder ça. Et j'espère, je demande aussi à nos auditeurs de nous suivre et de s'abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi de suivre l'intégralité sur la chaîne Dialogue avec. Merci. Merci beaucoup. Je pensais que tu allais donner le mot de la fin quand même à notre invité. Ah, ok, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai oublié le mot de la fin. Trésor Kibangula, vous avez le mot de la fin pour clôturer l'émission. Excusez-moi. Ah, merci beaucoup. C'était un grand honneur, je l'ai dit sur Twitter, sur X. C'était un grand honneur de participer à cette émission. Je suis le père depuis très très longtemps. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et lorsqu'il m'a parlé de cette émission, j'étais très enthousiaste à l'idée de participer, intimidé un peu, mais bon, je me suis jeté à l'eau pour venir discuter, faire connaître mon parcours. Voilà.
j'ai pu échanger, partager mes idées avec vous, avec les téléspectateurs. Donc, je suis très, très ravi de cette expérience et merci encore. Voilà, merci beaucoup, hein. En tout cas, c'était un grand plaisir pour nous, Trésor, puisque souvent, comme journaliste, vous étiez habitué à interviewer les gens, mais maintenant aussi, c'est l'intervieweur qui est interviewé. Donc, un grand merci, en tout cas, d'avoir accepté d'être parmi nous. J'espère que nous vous avons bien traité, nous sommes gentils. Yves est très Oh, oui. gentil. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a été très gentil. Hein? Et... Oui. mais malheureusement, il est de Barcelone. Hein? Je ne sais pas si toi, tu es de Barça, mais c'est Non, comme ça moi, je suis soutien par les grands clubs avec beaucoup d'argent. Moi, je soutiens Lille, les LOSC, les Ah, Dogs. bon, malheureusement, là, on se sépare encore un peu, mais ce n'est pas grave. Au moins, ça. On forme des Vous êtes talents très... et puis on les vend à des grands clubs. Ah, bon, Je suis bon. toujours du côté des faibles. Je suis du côté des faibles. Voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et Patricia était aussi avec son grand sourire, elle est toujours très gentille et elle nous amène aussi vers le haut avec ses bonnes réflexions et belles questions. Malheureusement, il y a un autre membre qui nous manque aujourd'hui, c'est le professeur Jean Walfred qui enseigne à la Sorbonne et qui est dans un deuil. Il s'est excusé, sinon souvent nous sommes à trois en général pour animer l'émission. Ça sera probablement pour la prochaine fois. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Comme madame est aussi du domaine, peut-être que vous allez l'influencer pour qu'elle vienne. Nous allons l'accueillir, il n'y a pas de problème. En tout cas, un grand merci à vous et nous remercions tous nos téléspectateurs qui vont retrouver cette émission en rediffusion demain au cours de la journée. Et nous serons encore très heureux de vous retrouver avec le même plaisir prochainement pour une nouvelle édition. En tout cas, comme Patricia a dit, si vous voulez ne rien manquer de nos programmes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Dialogue avec. Et encore une fois, pour ceux qui sont dans le même fuseau horaire que nous, une bonne soirée. Les autres qui doivent encore passer leur après-midi, bonne continuité de la journée. Et ça sera avec plaisir que nous allons vous retrouver très prochainement avec une autre invité ou une autre invitée. Et ça sera vraiment avec plaisir. Au revoir et à très bientôt.